Bonjour Robert, ma question est quelles sont les conséquences directes et indirectes du quantitative easing européen? Donc ce soir, merci pour cette question extrêmement technique sur le quantitative easing à l'européenne. Alors de quoi s'agit-il pour que la question soit claire pour tout le monde? C'est la décision récente de la BCE, la Banque Centrale Européenne, de racheter en fait des dettes des États et donc dans une conception que ça va permettre en fait d'améliorer la quantité de prêts en circulation et notamment en direction des entreprises. Alors je ne peux pas rentrer dans le fond du débat, il faut savoir simplement que c'est un grand débat entre économistes et il y a des avis tout à fait partagés, les uns disant qu'effectivement ça peut conduire à une relance de l'économie par une amélioration de l'accès des entreprises aux prêts, et d'autres pas du tout, qui disent en fait c'est de l'argent qui va rester dans le monde bancaire et qui va accroître la profitabilité du monde financier qui n'est pas nécessairement corrélé aux entreprises. Difficile donc de démêler ce débat entre spécialistes. Je crois qu'on ferait mieux de mettre de l'ordre dans deux sujets. En fait, le premier sujet, c'est de comprendre que, qu'on le veuille ou non, je pense qu'on est durablement condamné à des croissances faibles. Pourquoi je dis ça? En fait, c'est un article que j'ai republié avant-hier, mais quand on regarde la croissance mondiale, il paraît très peu raisonnable d'imaginer que la croissance mondiale sera supérieure à 2-3%, ce qui serait déjà extrêmement important et ce qui supposerait des améliorations de productivité. Or, les pays en voie de développement, ou disons maintenant qui sont déjà largement développés, je pense à la Chine, l'Inde, le Brésil, demain les autres pays d'Asie, l'Afrique, sont dans un processus de rattrapage par rapport à nos pays occidentaux, donc sont dans des croissances plus rapides que la croissance mondiale. On est dans des taux qui sont, quand on parle de la Chine, de 7, 8, 10%, 7% est considéré comme bas, et idem vers l'Inde, même si c'est un peu plus bas en ce moment. Des pays comme la Thaïlande avaient été sur des taux élevés et liés à ces problèmes a baissé, mais est en train de remonter. Le Vietnam est aussi dans des taux élevés, le Brésil, l'Afrique du Sud. Et par un effet mécanique, si la croissance mondiale est de 3 points et que la croissance dans ces pays est de plus de 5%, vous voyez que dans nos pays occidentaux, comme grosso modo c'est à peu près les mêmes poids, on est un peu condamné à être dans des croissances inférieures à 2% et plus probablement autour de 1%, et ce même si la croissance mondiale est rapide. Donc il faut vraiment se préparer à ça. Et du coup, c'est lié à mon deuxième sujet, c'est qu'il faut du coup avoir une dépense efficace. Et ça rend d'autant plus indispensable les économies de dépenses publiques. Nous n'avons plus les moyens d'imaginer que l'on peut dépenser non efficacement. Il ne s'agit pas de condamner la dépense publique a priori, mais de se dire qu'on doit être focalisé sur ce qui est important, de façon à la réduire. Et le deuxième point, ça pose vraiment la question de la fiscalité et de la répartition des efforts, puisque on est dans des pays qui sont globalement extrêmement riches, mais il s'agit de mobiliser les ressources aux endroits les plus critiques, puisque je pense que réellement on doit se préparer à faire face à des croissances faibles. Et si jamais la croissance était beaucoup plus élevée, ben ça, les bonnes nouvelles, on arrivera toujours à les gérer. Donc je crois que, quels que soient les résultats de ce quantitative easing, et j'espère qu'elles seront positives, elles resteront, j'en suis convaincu, limitées. Et la réponse est largement chez nous et pas seulement dans une bulle financière. Elle est dans nos organisations, dans nos systèmes et probablement dans la fiscalité.